première chaîne d'infos et de divertissement people sur le net. Je suis Ndaye Diakhouba, collège moderne Jean de La Fontaine, en classe de terminale L1A. Bon, nous avons organisé une ouverture du groupe scolaire Jean de La Fontaine. Bon, nous avons un programme, nous avons établi que nous avons une conférence à partir de 17h, nous avons un concert. Nous avons invité pas mal d'artistes, élèves et faire propre prestation. Demain, le matin, il y a un match de gala entre les anciens élèves et l'administration. Am finale interclasse à l'stade Iba Mar Diop le matin. Après lolu dinañ def yendu école. Légui suñu yendo ba ay 17h ci lañuy organiser suñu sabar fi au centre culturel Blaise Senghor. Légui sabar bi dina def de 17h à 20h 21h. Après buñ paré sabar bi ci lañuy préparer suñu soirée bi am cercle messe des officiers en ville. Les jeunes bon maa ngi leen di encourager pour ñu gëna maintenir cette stabilité boo xamante ne y aura la paix dans les écoles parce que tamit on est que des élèves, on est appelé à être les grands de demain. Donc bon semaine culturelle c'est à propos que ñu élèves yi ñu gëna minante def kafre parce que bu ñu jàngee 9 mois war nañ am moment bu ñu divestiroo. Bon looloo tax ñuy organiser semaine culturelle pour motiver élèves yi dans ñu gën a sensibiliser te yenn yi di xaw ci école yi je crois que c'est pas un appel parce que on est des jeunes yoo xam ne suba on est appelé à être des grands ñoom ñooy yore di dëkk bi moo tax bon je les encourage te tamit wax nañ bàyyi xel ci affaire école yi surtout la paix dans les écoles c'est important. Bon ñun ñu ngi remercier waa People TV parce que au moins ñoom ñu ngi jàpp ci événement yi xew ci école yi et que je vois que c'est une première au Sénégal ñu ngi leen di encourager di leen remercier lu baax. Merci. Your love is my love, love, love. Baby, I love you, I need you here with me all the time. Baby, we meant to be, you got me smiling all the time. 'Cause you know how to get. J'ai connu aussi M. Fall. Bon, ça fait 15 minutes, 20 à 20 minutes. Mais les échanges que nous avons faits m'ont montré que c'est un homme de conviction, c'est un homme qui aime échanger, c'est un homme aussi qui porte un certain nombre de valeurs, un peu perdues dans notre pays. Donc je pense que sa conférence mérite d'être écoutée, et surtout pour les jeunes. Le troisième aspect, c'est mes relations avec Jean de La Fontaine. Je pense que Jean de La Fontaine est né à la Médina, parce que je connaissais bien Pierre Claver, le fondateur. Il a pu développer jusqu'à l'enseignement supérieur cette initiative-là, donc d'éducation. Même moi-même, j'ai fait ma seconde là-bas. J'ai fait ma seconde à Jean de La Fontaine, vers les années 75-76. Donc c'est une bonne école. C'est pourquoi c'est tout un plaisir, au nom du personnel du centre, au nom du ministre de la Culture et du Tourisme, au nom du gouvernement, nous vous souhaitons plein succès à vos activités et peut-être disons que vous assurons en tout cas de la disponibilité du centre culturel Blaise Senghor à vous accueillir chaque fois que vous souhaitez prendre contact avec les activités culturelles. Je vous remercie. Je me rappelle de l'enseignement d'un grand intellectuel du nom de Antoine de Saint-Exupéry qui disait que la grandeur d'un métier est avant tout d'unir les hommes. Et philosophe de formation, j'ai évolué dans la réflexion philosophique avec 3 convictions. La première conviction me vient d'un éminent intellectuel qui s'appelle Pierre-Henri Simon, qui m'a donné la plus belle définition de l'humanisme dans ma carrière intellectuelle. Pierre-Henri Simon disait « Sont humanistes, non pas ceux qui se bouchent les yeux face au péril de l'existence, mais ceux qui, aussi clairvoyants que les autres, affirment, dans les obscurités même de ce temps, les chances de l'esprit et tâchent de refaire
des armes à la raison désarmée. Le deuxième repère me vient de la Bible. Saint Paul, le fondateur de l'Église catholique, disait dans les épîtres aux Corinthiens, vous pouvez accepter de dépenser toutes vos richesses au nom de la foi, mais si vous n'avez pas l'amour, cela ne sert strictement à rien. Vous pouvez accepter de faire brûler votre corps au nom de la foi, mais si vous n'avez pas l'amour, cela ne sert strictement à rien. Et Saint Paul de dire que c'est donc l'amour entre gens de Dieu qui constitue le piédestal sur lequel repose la chrétienté. Le bon chrétien, le vrai chrétien, le grand chrétien, c'est celui qui aime l'humanité en chaque être humain. Le troisième repère me vient du Coran. Dans le Coran, il est écrit wa laqad karamna bani adama. Dieu dit alors dans le Coran, j'ai élevé à une échelle inégalée et inégalable l'espèce humaine. Donc, m'appuyant sur ces trois repères, je considère donc la philosophie comme la plus suprême quête du sens, de l'essence et de la quintessence de l'existence. À partir de ce moment, quand on doit réfléchir sur la philosophie, nous avons ici un thème transversal, la réflexion philosophique. Mais réfléchir sur la philosophie, c'est réfléchir d'abord sur les origines de la philosophie. Et par rapport à la question de l'origine, il faut dire que la philosophie a émergé pour la première fois sur la scène de l'histoire, en Ionie, à Milet précisément, en Asie mineure, où des penseurs d'une rare fécondité intellectuelle comme Thalès de Milet, Anaximandre et Anaximène ont soumis pour la première fois dans l'histoire la nature ou physis à une investigation rationnelle. Investigation rationnelle à la suite de laquelle ils vont également proposer des explications de type rationnel par rapport aux phénomènes célestes et par rapport aux phénomènes terrestres. Avant l'avènement de la philosophie, c'est le mythe qui expliquait les phénomènes. Or, le mythe est un discours sacré, d'origine populaire et irréfléchie, qui, pour expliquer les phénomènes, fait intervenir des êtres surnaturels. C'est ce qui faisait dire à Georges Gusdorf que la conscience mythique ne s'étonne de rien. Elle renvoie tout à un précédent ontologique. Tout ce qui a été est et sera. Par conséquent, l'émergence de la philosophie a été, selon le mot de Jean-Pierre Vernant, un commencement absolu. C'est en lieu et place de l'explication du mythe que les Milésiens vont apporter des explications de type rationnel par rapport aux phénomènes terrestres et par rapport aux phénomènes célestes. Après la question de l'origine, il y a maintenant ce qu'on appelle la question de l'identité. Qu'est-ce que la philosophie? Quand on se pose la question qu'est-ce que la philosophie, nous avons affaire ici à une question d'ontologie, question complexe et perplexe. Complexe et perplexe parce qu'il n'y a pas a priori de définition exacte, unanime et définitive par rapport à la question qu'est-ce que la philosophie. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Jules Lachelier, dans son cours inaugural au lycée de Toulouse, quand il prenait contact avec sa classe pour la première fois, un de ses élèves se lève et lui dit « Monsieur, avant quoi que ce soit, dites-nous ce que c'est que la philosophie. » Jules Lachelier regarda l'élève les yeux dans les yeux et lui répond par « Je ne sais pas ». L'élève stupéfait, abasourdi, ne comprenait pas pourquoi un professeur de philosophie, dont on disait de lui qu'il était agrégé,
qu'il était le major de sa promotion, ne pouvait même pas définir la discipline qu'il était chargé d'enseigner. Et c'est ce qui sera à l'origine d'une grande grève au lycée de Toulouse, jusqu'à ce qu'on interpelle le professeur Lachelier pour qu'il s'explique sur son attitude, devant les élèves, devant les parents d'élèves et devant l'administration du lycée. Et le professeur Lachelier leur dit, effectivement, par rapport à la question « qu'est-ce que la philosophie ?», je ne peux répondre que par « je ne sais pas ». En ce sens où la discipline n'est pas une discipline prête à porter. La philosophie est une conquête, une quête. Sous ce rapport-là, je connais des philosophies, mais je ne connais pas la philosophie. C'est pourquoi, quand je fais l'herméneutique, on entend par herméneutique science de l'interprétation. Quand je fais l'herméneutique du propos de Jules Lachelier, je dis souvent que quand le professeur Jules Lachelier répond à la question « qu'est-ce que la philosophie ?» par « je ne sais pas », je dis que nous avons affaire ici à un je ne sais pas qui sait. C'est un je ne sais pas qui sait au moins qu'il ne sait pas. Savoir qu'on ne sait pas, c'est savoir parce qu'on sait qu'on ne sait pas. Celui qui croit savoir ne saura jamais parce qu'il est dans l'illusion du savoir. Mais celui qui sait qu'il ne sait pas, il sait parce qu'il sait son ignorance. Savoir qu'on ne sait pas, c'est savoir parce qu'on sait au moins qu'on ne sait pas. Savoir qu'on ne sait pas est un projet de savoir. Par conséquent, il faut voir à travers l'attitude du professeur Lachelier la caractéristique fondamentale de la philosophie, qui est une conquête, qui est une quête et qui n'est pas donnée a priori. Et c'est pourquoi donc, il serait alors intéressant d'en revenir à l'étymologie même du concept de philosophie pour rendre compte du sens. L'histoire de la philosophie retient qu'il revient à Pythagore de Samos le mérite d'avoir usité pour la première fois du concept de philosophie. Pour Pythagore, la philosophie serait tributaire de deux vocables grecs, à savoir philéien qui signifie aimer et sophia qui signifie sagesse. Donc la philosophie se traduit d'un point de vue étymologique par l'amour de la sagesse. Mais Pythagore y ajoute qu'il faut retenir que seul Dieu peut être sage, parce que la sagesse implique à la fois la connaissance du vrai et la pratique du bien. La sagesse, c'est la vie, c'est la science de la vie spirituelle, la seule où aucune dichotomie, aucune rupture, aucune opposition, aucune séparation n'est possible entre la théorie et la pratique. C'est la raison pour laquelle Pythagore va renoncer à être un sophos, c'est-à-dire un sage, dès lors que seul Dieu peut être sage, et il va désormais se définir comme un philosophos. Un philosophos, c'est un simple amant ou un simple amoureux de la sagesse, derrière laquelle il va courir de manière indéfinie dans la claire conscience qu'il ne l'atteindra jamais. J'aimerais savoir, est-ce qu'on peut connaître l'identité de la philosophie? Bonjour, je m'appelle Oumou Kamara, je suis en classe de terminale L2 à Jean de La Fontaine. Donc, avant tout, je vous remercie. Mais ce qui me semble perplexe est que, puisque la philosophie, c'est une question sur l'humanité, et que pour ne pas être infidèle, j'ai oublié l'auteur qui l'affirmait en disant que on n'a pas encore trouvé de philosophie qui mettrait fin à la philosophie. Donc pourquoi cette affirmation n'est-elle pas un peu contradictoire? Je m'appelle Bassirou. Je voudrais savoir, est-ce que pour philosopher, il faut nécessairement être différent des autres? Bonjour, je m'appelle Ibrahim Mbaye, je suis en TL2 à l'école les pédagogues des HLM Grand F. Bon, avant tout, je félicite Monsieur Fall et remercie tous nos camarades de classe qui sont ici. Bon, ma question est que je voulais savoir s'il est possible d'avoir une connaissance métaphysique. Bismillahirrahmanirrahim. Suivant avec intérêt le discours surréaliste, je dirais global, de M. Fall, l'émotion en moi est grande, la passion me monte et les mots qu'il fallait dire pour me libérer me feraient cruellement défaut.
et traînant en moi ce manquement humain, par remercier les sommités de la table d'honneur, nous commencerons tout d'abord tout en félicitant tous les élèves qui ont l'initiative d'organiser cette journée. C'est que le professeur Cheikh Anta Diop nous disait souvent en wolof gisin ñu bari suñu fénkoo ci lenn bul ni sama gis-gis mooy bi gën gis-gis bu nekk dañuy jël la ca gën suñ ko tënkee ñëpp mën cee gis seen bopp. Là, il voulait dire que beaucoup d'affirmations qui se contredisent réciproquement ne veulent pas toutes dire la vérité. Mais chaque affirmation peut garder sa part de vérité. Maintenant, à nous de choisir de chaque affirmation la part de vérité pour en faire une somme de vérité. Cette somme de vérité, c'est vous, c'est nous, c'est les autres. C'est ça la dynamique d'une discussion, d'une pensée philosophique, comme l'a si bien défini monsieur le conférencier. C'est qu'un jour, en me promenant là-bas au parc zoologique de Anne, j'ai saisi un nid d'oiseau et je me suis demandé, est-ce ça dans mes mains l'œuvre d'une créature sans âme? Ce qui me laisse dire que dans la façon à l'oiseau de faire son nid d'oiseau, l'homme ne peut être que l'apprenti de l'oiseau. Donc l'oiseau est né avec sa science et acquiert ses expériences. Donc je ne parlerai pas même de l'oiseau, de l'homme, mais dire de l'oiseau un ignorant, c'est être ignorant soi-même. Maintenant, la question que je voudrais savoir, de quelle matière l'oiseau tire sa ressource pour réussir son envol? Est-ce que l'homme est capable de cette même matière? Je vous remercie. Essayez de répondre à ces différentes questions. Et il y a des questions qui sont en convergence, je vais les mettre ensemble. La première question, est-ce qu'on peut connaître l'identité de la philosophie? J'ai dit en entamant mon propos qu'il n'y a pas de définition exacte, unique, univoque de la philosophie. Mais que cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de possibilité de déterminer ce qui fait la philosophicité d'un discours par rapport à un discours qui n'est pas philosophique. On peut au moins retenir que la philosophie est le seul discours qui est d'une approche plurielle. Parce que la philosophie n'a pas d'objet propre. C'est pourquoi d'ailleurs, souvent, on retient que la philosophie, c'est la connaissance de la totalité de l'expérience humaine. C'est pourquoi son objet n'est pas propre. Il n'a pas d'objet propre. La philosophie réfléchit sur Dieu, sur l'âme, sur la mort, sur le destin. En fait, je dis que tout pensable peut et doit valablement être pensé par la philosophie. Ce qu'il faut retenir donc pour identifier la philosophie, c'est qu'il n'y a pas de philosophie sans attitude critique. Et la critique est ce qui marque la spécificité de la philosophie. Il n'y a pas de philosophie sans systématicité. Il n'y a pas de philosophie sans pour autant qu'on interpelle l'histoire même de la philosophie. Donc la philosophie est le seul discours qui est l'objet d'une approche critique. La philosophie est le seul discours que l'on ne peut pas étudier sans interpeller son histoire. La philosophie est le seul discours qui ne peut pas faire l'économie de l'esprit critique, de la libre discussion, du débat contradictoire et de la controverse. Donc ces critères sont essentiels pour identifier la philosophie. La deuxième question, peut-on mettre fin à la philosophie? En fait, il faut dire, à la lumière du propos de votre camarade qui a évidemment voulu citer Georges Gusdorf, Georges Gusdorf dit que le vœu secret de toute philosophie est de mettre fin à la philosophie. Mais aucune philosophie n'a pu mettre fin à la philosophie. Et je pense que c'est dans le même sillage qu'il faut lire et comprendre Kant quand il dit il n'y a pas de philosophie que l'on puisse apprendre, on ne peut qu'apprendre à philosopher. C'est-à-dire que ce qui importe en philosophie, c'est cette attitude réflexive et interrogative qui a pour vocation de rendre compte du réel, d'investir l'essence et la quintessence des phénomènes. Bref, cette attitude critique qui me permet toujours de discerner le vrai du faux. Donc, la philosophie est une attitude foncièrement critique. Et je pense que tant qu'il y aura une épopée humaine, on aura besoin de réfléchir sur le sens. Et puisque la philosophie, c'est la quête du sens, je ne pense pas que l'on puisse mettre fin à la philosophie. Quand bien même, je vous ai parlé de Hegel tantôt. Hegel, lorsqu'il a pu réconcilier l'apparence et l'essence, Hegel, lorsqu'il a pu découvrir ce qu'on appelle la dimension progressiste de la violence, il a cru avoir mis fin à la philosophie.
Mais c'est son propre disciple Marx qui lui dira « Non, Hegel, vous avez mis fin à la préhistoire, nous en sommes au début de l'histoire, parce que l'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que celle de la lutte des classes. » Pour dire que simplement, à chaque fois qu'il y aura une épopée humaine, à chaque fois qu'il y aura une histoire humaine à construire, il y aura lieu de philosopher, parce que la philosophie est cette activité réflexive mais aussi pérenne qui accompagne l'histoire des peuples, et c'est la philosophie qui permet de tirer la substance même de ce qui fait que l'humanité existe et que l'humanité peut et doit avoir un avenir rationnel. La philosophie africaine. En fait, la philosophie africaine, on dit, pour utiliser un langage correct, la problématique de la philosophie africaine. Pourquoi je dis problématique de la philosophie africaine? Parce que vous savez, en réalité, la philosophie africaine est une philosophie réactive ou réactionnaire, en ce sens où simplement, il y a eu dans l'histoire de la philosophie cette considération selon laquelle la philosophie est un mode de pensée exclusivement occidental, ce qu'on appelle la thèse de l'occidentalité exclusive de la philosophie. Cette thèse consistait à dire que l'Occident, et l'Occident seulement, est capable de philosopher, que la philosophie n'a pas pu trouver un terrain d'effectuation ailleurs qu'en Occident. C'est pourquoi Heidegger disait que la philosophie parle grec. Dans son essence même, elle est grecque. Jacques Ellul va lui emboîter le pas en disant que c'est la Grèce raisonnante et raisonneuse qui a créé la raison humaine. Sur quoi se fonde cette considération? Très simplement, sur le fait que pour ces derniers, c'est en Grèce qu'on a découvert le premier mode de pensée qui s'est déployé sous la forme d'une pensée consciente d'elle-même. Et donc, on retient que la philosophie ne peut exister que là où la pensée est une pensée consciente d'elle-même. La philosophie ne peut exister que là où la pensée est une pensée capable de s'élever à la dimension d'autocontemplation de soi. La philosophie ne peut exister que là où la pensée est une pensée capable d'opérer un retour sur elle-même. Et ce mode de pensée, on l'a vu qu'en Occident. Maintenant, les philosophes, les penseurs africains vont réagir par rapport à ce déni de philosophie, ce déni d'histoire, parce que Hegel est allé jusqu'à dire que l'Afrique est le continent de l'enfance, enfermé dans la couleur noire de la nuit, et il n'y a rien dans ce continent qui rappelle l'homme. Maintenant, les penseurs africains vont essayer de répondre à cette provocation, et à la lumière d'une interrogation de la culture africaine, ils vont utiliser les maximes, les proverbes, les cosmogonies, les mythes, bref, les valeurs culturelles africaines pour justifier l'existence d'une philosophie africaine. Mais le problème fondamental de la philosophie africaine, c'est que c'est une philosophie qui opère une synonymie entre culture et philosophie. Autrement dit, si vous essayez d'opérer une rupture entre philosophie et culture, il n'y a plus de culture africaine. Et donc, c'est ce qui fait que des penseurs africains comme Paulin Untonji et Marcien Towa vont refuser l'existence d'une philosophie africaine qui se fonde exclusivement sur le mythe. C'est pourquoi Marcien Towa dit « La philosophie ne commence qu'avec la décision de soumettre tout l'héritage philosophique et culturel à une critique sans complaisance. » Parce que la philosophie est une pensée foncièrement critique. Il ne suffit pas d'invoquer les mythes, les légendes pour faire exister une philosophie africaine. Entre la conscience et l'inconscient. Vous savez, en réalité, pendant très longtemps, on a considéré que l'homme était absolument déterminé par la conscience. Vous vous souvenez de Platon à Descartes, on peut le penser, jusqu'au cogito cartésien. Je pense donc, je suis, cogito ergo sum. Mais, à un certain moment donné de l'histoire, il y aura d'abord Spinoza qui est le précurseur des maîtres du soupçon. Spinoza dira que la conscience ne représente nullement un privilège, mais c'est une source considérable d'illusion. Parce que les hommes sont conscients de leurs désirs, de leurs sentiments, de leurs actes, mais ignorant des causes qui les déterminent. Donc, Spinoza va être le premier à soupçonner la conscience. Et il est le précurseur de ce qu'on appelle les maîtres du soupçon, Marx, Nietzsche et Freud. Nietzsche, par rapport au logocentrisme cartésien, quand Descartes dit « je pense, donc je suis », Nietzsche lui rétorque « j'aime, pense, donc je suis ». Ce n'est pas le penser qui est vrai, mais c'est l'impensé qui est vrai. L'impensé, c'est cette pensée que j'ai pensée, mais que je n'ai pas osé exprimer parce que cette pensée se heurtait à la censure sociale. C'est pourquoi Nietzsche pense que pour trouver la vérité de l'homme, il faut chercher ça dans l'impensé. C'est le même principe que vous voyez dans la théorie du langage chez Nietzsche. Nietzsche dit, quand quelqu'un parle, ne vous intéressez pas à ce qu'il dit.
mais interroger ce qu'il n'a pas dit. Parce qu'au fond, le non-dit est toujours plus important que le dit. Parce que le dit est une manière de dédire le non-dit pour ne pas que le non-dit dit, parce que le non-dit en dit toujours plus que le dit. Et je crois que c'est ce que révèle Youssou Ndour dans sa chanson, quand il dit « laisse wahul », ça veut dire que ne vous intéressez pas à ce que dit laisse, mais interrogez ce qu'il n'a pas dit. Il y a une petite anecdote que je peux raconter à ce sujet-là. Il y a une jeune fille, un gars est venu à 3 reprises, lui dit « Mademoiselle, vraiment, vous êtes bien éduquée, vous êtes sérieux, je vous aime et je vais vous épouser, etc. » Non, je suis occupé, je vis avec quelqu'un. Le gars revient à 3 reprises, elle dit qu'elle est occupée. Alors le gars ne vient plus. Alors, une semaine après, elle va voir la petite sœur du gars, lui dire « Va dire à Bati de revenir, je l'ai testé. » Donc au moment où elle dit non, elle voulait dire oui. Mais le non est un non dit, c'est le oui qui est le vrai. Voyez bien. Donc c'est pourquoi Nietzsche dit quand quelqu'un parle, ne vous intéressez pas à ce qu'il dit, interrogez ce qu'il n'a pas dit. C'est là où loge la vérité. Parce que chez Nietzsche, toute philosophie avance masquée. Toute philosophie est une façade. Et en même temps, Nietzsche aussi va refuser ce que Platon avait enseigné. Platon avait dit philosopher, c'est apprendre à mourir au corps. Et qui meurt au corps assure du même coup le salut à son âme. Nietzsche dit le corps est la grande raison de l'homme. C'est ce qu'il dit dans Ainsi parlait Zarathustra. Avec Nietzsche, nous avons affaire à une philosophie de la vie. Il faut aimer la vie. Il faut laisser le corps s'exprimer. Et Nietzsche dit, je demande à tous les contenteurs du corps de commencer à se débarrasser de leur propre corps. Or, qui pourrait se passer de son corps? Qui pourrait se débarrasser de son corps? C'est comme si moi je me rends jusqu'au bord de l'océan, je m'adresse à mon corps et je lui dis mon corps, jusque-là tu m'as assez emmerdé. Maintenant on va se séparer, je te laisse ici et je vais m'en aller. Qui peut réaliser ça? Personne. Donc Nietzsche dit on ne peut pas se passer du corps. Et donc il dit la grande raison de l'homme c'est la raison du corps. Avec Nietzsche nous avons affaire à une religion de la vie. Il faut aimer la vie, il faut libérer les forces actives contre les forces réactives. Donc c'est ça qu'il faut comprendre par rapport à la position nietzschéenne. Ensuite, le deuxième philosophe du soupçon, c'est Karl Marx. Dans l'introduction à la critique de l'économie politique, Marx dit « Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être social, mais c'est inversement leur être social, c'est-à-dire les conditions socio-économiques qui déterminent leur conscience. La manière de penser de l'individu est absolument déterminée par les conditions économiques de son milieu. C'est pourquoi Marx dit c'est l'infrastructure qui détermine la superstructure. J'ai fait une enquête avec des consultants dans la banlieue, dans un quartier très éloigné de Dakar. Et je me suis rendu compte que dans ce quartier-là, il y avait beaucoup de jeunes filles, 4 classes de 4e, qui étaient filles mères déjà. Quand vous regardez leur corps, elles sont physiquement amorties. Pourquoi? Parce que simplement, c'est l'effet de la sexualité. Quand on est dans un milieu pauvre, on se cache derrière la sexualité. Regardez, dans les milieux pauvres, chaque matin que vous vous réveillez, il y a un baptême. Pourquoi? Parce que c'est la manière de décompresser. Catastrophe. Alors, donc, pour dire, quand Marx dit ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur aire sociale, mais c'est inversement leur aire sociale qui détermine leur conscience. Dans toutes les religions, on a enseigné que l'homme a été créé par Dieu à son image. Mais Charles Darwin dira, quand il sera dans les îles Galapagos, il a observé la nature et il a pu comprendre que l'homme est le produit de la nature. Parce qu'il y a une sélection naturelle, le mécanisme de la sélection naturelle, la lutte pour l'existence. À l'intérieur d'une même espèce, il y a une lutte pour l'existence à telle enseigne que les éléments les plus aptes survivent et les éléments les moins aptes disparaissent. Et les éléments les plus aptes, quand ils se reproduisent, émergent nécessairement une espèce supérieure. Le même mécanisme continue jusqu'au simiesque. Le simiesque est le singe le plus évolué. Et du simiesque à l'homme. L'homme qui sera d'abord homo faber, être fabricant d'outils. Ensuite, homo sapiens, être pensant. Homo sapiens sapiens. Et aujourd'hui, on parle de l'homo sapiens sapiens sapiens. Et en dernière instance, la troisième défaite de l'humanité, c'est lorsque Freud découvre la théorie de l'inconscient psychique. L'inconscient est un grand cercle qui renferme la conscience comme un petit cercle. Et sous ce rapport-là, Freud va révolutionner la notion de sexualité.
Pendant très longtemps, on a pensé que la finalité de l'acte sexuel, c'était la procréation. On s'accouple pour mettre au monde des enfants, peut-être des équipes de football. Mais Freud dira c'est archi faux. La seule et exclusive finalité de l'acte sexuel, c'est la procréation. Freud dira c'est une révolution et sexuelle. Toute activité qui procure du plaisir, depuis l'acte de sucer du nourrisson jusqu'au coït des individus à vie sexuelle dite normale. Même l'enfant qui suce le sein de sa mère est en train d'entretenir une relation sexuelle. Freud va dégager dans le développement psychologique de l'enfant 3 grandes phases. Il y a d'abord de 0 à 2 ans une phase qu'on appelle phase bucco-labiale. Phase bucco-labiale parce que l'essentiel de l'énergie sexuelle est concentré dans les lèvres. C'est pourquoi l'enfant trouve du plaisir à sucer le sein de sa mère même quand il n'a pas faim. Et Freud dit observez bien l'enfant qui suce le sein de sa mère. Lorsque l'enfant termine de sucer le sein de sa mère, il ressent une béatitude similaire à celle que ressent un homme normal à la phase finale d'un rapport sexuel. Quand l'enfant termine de sucer le sein de sa mère, il a sommeil, il s'endort. Peut-être que vous êtes amateur, mais demandez aux femmes mariées, lorsque les hommes terminent de travailler, ils ont également sommeil, ils s'endorment. C'est exactement la même chose. Et je vais y ajouter, considérez tous les fumeurs que vous voyez dans votre environnement, c'est des gens qui n'ont pas assez sucé le sein maternel. Les fumeurs se rattrapent à travers le tabac, tout le temps. C'est des gens qui n'ont pas assez sucé le sein maternel. Les fumeurs se rattrapent à travers la cigarette parce qu'ils n'ont pas assez sucé le sein maternel. Mais il y a un remède pour eux. Je leur conseille simplement d'épouser une femme qui a de gros seins. Ils seront guéris. Alors, donc, il faut comprendre par là, et quand Freud l'a dit, il y en a même qui ont voulu crier au scandale. Mais Freud leur dit, mais attendez, pourquoi quand un homme et une femme qui s'aiment sont ensemble, pourquoi ils ne se donnent pas des coups de front, mais ils choisissent de s'embrasser par la bouche? C'est pas bête. On pouvait se donner des coups de front, mais il n'y a aucun plaisir peut-être sur le front, il y a du plaisir sur les lèvres. C'est pourquoi Freud dit donc la bouche est source de plaisir. Et il dit donc le baiser n'est rien d'autre qu'une ressurgence sous une forme acceptée et acceptable pour la société de la phase bucco-labiale. Ensuite, de 2 ans à 5 ans, l'énergie sexuelle qui était dans les lèvres est transférée au niveau de l'anus. Autrement dit, l'anus devient la principale source de plaisir. Et c'est pourquoi Freud dit, mais regardez autour chez vous, il y a des gens qui, avant d'en arriver là, Freud dit c'est pourquoi l'enfant trouve du plaisir à faire ses défécations dans sa propre culotte. Combien de fois vous voyez une dame qui bastonne son fils, dans la saleté, au lieu de toquer sa porte, mais il est heureux quand il le fait. C'est un moment de plaisir du Freud. Il est heureux quand il le fait. Et d'ailleurs, Freud dit, même étant adulte, il y a des gens qui mettent un temps visiblement long dans les toilettes. Il y en a qui mettent 2 heures de temps dans les toilettes. Il y en a qui chantent dans les toilettes. Il y en a qui écoutent de la musique dans les toilettes. Il y en a qui lisent des journaux dans les toilettes. Il y en a qui entrent dans les toilettes pour faire leur SMS, etc. Cela veut dire selon Freud que l'anus est source de plaisir. Et le 3e argument, Freud dira que, mais aussi dans notre société, il faut reconnaître qu'il n'y a pas que des relations hétérosexuelles. Mais dans notre société, il y a également des relations homosexuelles. Et tout le monde sait que chez l'homosexuel, c'est l'anus qui remplace le vagin. Et il dit même chez les hommes normaux, il y en a qui exigent parfois de leur partenaire qu'elle leur caresse l'anus avant la phase finale du rapport sexuel parce que ça permet d'atteindre l'orgasme. Et enfin, Freud dit, il y a la phase génitale. La phase génitale traduit une transformation physiologique et psychologique fort complexe. C'est l'âge de la puberté.
il y a une transformation du corps et souvent, vous voyez, la jeune fille devient salariée. Chaque fin du mois, elle va recevoir son salaire à la banque de sang. C'est ce qu'on appelle les règles. Et le jeune garçon devient cartographe, un grand dessinateur. Regardez là où dorment les garçons le matin, quand vous venez, vous verrez toutes les cartes du monde, l'Océanie, l'Afrique, l'Amérique, etc. C'est extraordinaire. Voilà, c'est ce qu'on appelle le phénomène du rêve mouillé. Ce qu'on appelle le phénomène du rêve mouillé. La nuit, le jeune garçon rêve qu'il est en train de faire l'amour. Et le lendemain, il découvre qu'il n'a fait que dessiner des cartes. Voilà, c'est exactement ça. Et entre-temps, l'enfant a traversé ce qu'on appelle le phénomène du complexe d'Oedipe. Le complexe d'Oedipe traduit l'amour fantasmagorique entre l'enfant et le parent de sexe opposé. Je rappelle que Sigmund Freud tire cette histoire de la mythologie grecque. D'abord, les devins avaient prédit au père d'Oedipe que s'il mettait au monde un garçon, ce dernier allait le tuer et allait épouser sa mère. Il est resté pendant des mois sans faire l'amour avec la mère d'Oedipe. Mais un jour, puisqu'il était ivrogne, il est revenu ivre, il s'est accouplé avec sa femme. Cette dernière est tombée enceinte à la suite de cette relation. Il n'a rien dit, et lorsque l'enfant est venu au monde, il a dit la vérité à la femme. Et la femme lui dit, il faut qu'on aille jeter Oedipe dans la forêt, parce que ça, c'est pas bon. Malheureusement pour eux, lorsqu'ils ont jeté Oedipe dans la forêt, un berger l'a ramassé et allait déposer Oedipe dans une famille royale. C'est pourquoi on dit Oedipe roi. Il a grandi dans une famille royale. Et Oedipe lui-même, lorsqu'il est devenu adulte, c'était la mode. Il est allé voir les devins et ces derniers lui ont dit, ah, toi, tu as un destin fatidique. Tu vas tuer ton père et tu vas épouser ta mère. Lui, dans son entendement, il pensait que c'est sa famille adoptive qui était sa véritable famille. Il a pris ses bagages et il s'est enfui. Mais en sortant de la vie, il a vu un homme et un charretier qui étaient en altercation. Il a voulu les séparer parce que Oedipe était physiquement très fort. Et par accident, il a donné un coup à l'homme qui est mort. C'était son véritable père. Il a fui et il voulait entrer dans un autre pays. On lui a posé des questions. Il était hyper intelligent. Il a réglé toutes les questions. On l'a laissé entrer et on l'a élevé en citoyen d'honneur. On lui avait demandé de choisir parmi les femmes qui étaient là-bas une pour qu'elle devienne sa femme. Et elle a choisi sa mère qui avait encore conservé sa jeunesse. Et Oedipe fera presque 7 gosses à sa propre mère. Et il est devenu roi dans cette société-là. Et un jour, il y a eu la sécheresse et on a interrogé le pourquoi. Les devins ont interrogé le ciel et on leur a dit parce que le couple royal est un couple incestueux. C'est un homme qui vit avec sa propre mère. On a convoqué Oedipe, on lui a dit la vérité. Il s'est crevé les yeux quand il l'a apprise. C'est ça le complexe d'Oedipe. Maintenant, Freud, empruntant cette histoire à la mythologie grecque, va traduire le rapport fantasmagorique, l'amour fantasmagorique entre l'enfant et le parent de sexe opposé. Le jeune garçon aime sa mère et déteste son père. Mais sa mère qu'il aime son père. Il ne peut être aimé de sa mère que si et seulement si il imite son père. C'est pourquoi Wolof Ndiaye avait raison de dire ku nek xam nga ku mën sa baay waaye da nga naan sa baay mën. La problématique. Quel est le problème philosophique que soulève le sujet? Vous faites sortir ça. Et ensuite, vous travaillez étape par étape. Dans la thèse, vous essayez de justifier le propos qui est contenu dans le sujet. Dans quelle mesure on peut justifier ce propos-là? Vous essayez d'argumenter ça. C'est vous qui réfléchissez, mais avec des références philosophiques aussi. Et dans l'antithèse, il s'agit de montrer les limites et les insuffisances de cette première approche. Les gens pensent que l'antithèse est une opposition mécanique par rapport à la thèse. Non, c'est pour dire que nous sommes en philosophie et par définition, la dissertation est un exercice qui invite l'élève à opérer une réflexion personnelle et informée sur une problématique donnée. Sous ce rapport-là, c'est l'élève qui réfléchit. Il ne faut pas réciter les cours de philosophie, il faut réfléchir. Une dissertation, c'est un lieu de réflexion. Maintenant, en réfléchissant, vous pouvez prendre des références pour justifier vos propos. Donc, dans l'antithèse, il faut travailler dans le sens de montrer les limites de la thèse et de proposer une position alternative.
Et maintenant, il y a un troisième lieu qu'on appelle lieu de synthèse où l'élève doit faire jaillir sa propre personnalité intellectuelle. Parce qu'on ne peut pas dire dans une réflexion philosophique, les uns pensent ceci, les autres pensent cela. Et vous, qu'est-ce que vous pensez? C'est vous qui réfléchissez. Donc, il faut que le jaillissement de votre personnalité intellectuelle émerge à travers cette affaire-là. Donc, il faut respecter le principe directeur d'une dissertation philosophique. Et si vous le faites, je pense que tous les professeurs de philosophie du monde s'accordent à respecter la rigueur et la cohérence d'une copie de philosophie. Donc, travaillez dans le sens de la rigueur, de la cohérence et ne perdez jamais de vue, c'est vous qui réfléchissez. Ou évitez les restitutions mécaniques de cours. Au bac, à chaque fois que je corrige, je me rends compte que les élèves apprennent beaucoup, mais ne savent pas mettre à profit parce qu'il y a des problèmes de méthodologie. Et comme disait Descartes, le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Mais l'essentiel, ce n'est pas de l'avoir, c'est de savoir bien l'appliquer. Et il vaut mieux renoncer à chercher le savoir plutôt que de le faire sans méthode. Apprenez à maîtriser correctement les méthodes et les exigences de l'épreuve de philosophie. Dans le commentaire aussi, quand vous avez un texte de commentaire, évitez de plaquer. C'est-à-dire parfois, le texte porte sur l'état, vous voulez plaquer votre cours sur l'état, vous passez à côté. On vous dit expliquer et discuter le texte suivant. Donc, il s'agit d'expliquer les idées de l'auteur qui sont contenues dans le texte. Il s'agit de rendre intelligible le texte qui est l'objet de votre réflexion. Donc, pour le commentaire, soyez fidèle au texte. Ne faites pas le commentaire comme vous faites la dissertation. Ici, vous avez un texte support. Respectez les principes méthodologiques. Les consignes qu'on vous donne, expliquez, ensuite discutez. Expliquez le texte d'abord. Si c'est à travers 2 parties, 3 parties, ça dépend de vous. Expliquez les idées de l'auteur. Ensuite, la thèse qui a été soutenue par l'auteur dans la discussion, vous pouvez montrer les limites, les insuffisances. Parce que nous sommes en philosophie, il n'y a pas d'opposition absolue. Il n'y a pas de vérité absolue. Il y a Hegel qui disait que la seule vérité absolue en philosophie, c'est qu'il n'y a pas de vérité absolue. Et dans la conclusion, dites-vous que vous avez affaire à un moment de bilan. Vous tirez le bilan. Parce que tout au long du texte, vous avez essayé de montrer l'intérêt philosophique du texte. Maintenant, vous tirez le bilan de tout ça. C'est comme ça qu'il faut respecter les règles méthodologiques. Donc, je vous souhaite vraiment de tirer le maximum de profit de ce banquet de l'esprit qui nous a unis aujourd'hui. Et peut-être d'ici la fin de l'année, peut-être on aura un autre rendez-vous. Et à chaque fois, évidemment, n'oubliez pas que vous avez affaire à un premier examen qu'on appelle les anticipés de philosophie. Et il vous faut réussir cet examen-là pour que psychologiquement vous soyez assez fort pour aborder les autres épreuves. Et donc, réussir l'épreuve de philosophie revient à réfléchir avec méthode. Et si vous réfléchissez avec méthode, vous êtes tous intelligents. Descartes le dit, nous sommes tous porteurs de la raison, mais ce qui nous différencie, c'est la manière dont nous utilisons notre raison. Je vous demande maintenant de bien utiliser votre raison pour tirer votre épingle du jeu. Donc, je vais m'en arrêter là en vous souhaitant à vous tous une réussite éclatante au bac. Que les anges du succès et les anges de la philosophie vous accompagnent dans cette perspective-là. Je vous remercie infiniment. Tous nos remerciements, M. Fall, d'avoir accepté d'être là. Je pense que ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début parce que tout simplement nous travaillons ensemble et que M. Fall reviendra encore parce que tout simplement il a un seul souhait. Il s'engage fermement à accompagner les élèves importants dans l'éducation. Monsieur Fall, nous vous remercions encore une fois de plus et je pense que vous reviendrez encore pour discuter encore avec les élèves sur la méthodologie de la dissertation et du commentaire philosophique. Nous vous remercions. Merci beaucoup d'être là. Le thème était abordable, c'était à notre portée.
Voilà, la conférence vient de terminer. Pourquoi vous avez choisi ce thème? En fait, vous savez, nous avons vécu cette année une année scolaire un peu spéciale avec plusieurs grèves, etc. Donc, il est absolument important de revenir quand même sur les principes directeurs de l'épreuve de philosophie. Et donc, il fallait, pour un peu travailler encore dans le sens de rafraîchir la mémoire à nos élèves, de revenir sur la réflexion philosophique, sur le sens de la réflexion philosophique, et leur donner quand même des arguments, des pistes à investir pour mieux se préparer par rapport à l'épreuve de philosophie. C'est simplement cette idée-là qui a conditionné le choix de ce thème. On connaît cette année, il y a beaucoup de perturbations dans le système éducatif. Quel rôle l'État doit jouer pour éviter ces perturbations? Oui, vous savez, maintenant, il y a un nouveau gouvernement qui est là, avec beaucoup de volonté, et c'est les Sénégalais qui ont choisi dans leur écrasante majorité, parce que c'est un régime qui a été élu avec 65% des suffrages exprimés par les Sénégalais. Et de ce point de vue, je pense que c'est un régime qui est conscient de ses responsabilités. Quand bien même c'est un régime qui a hérité d'une braise, il faut se dire la vérité. L'héritage n'est pas facile, mais je pense que le président de la République, que je connais, son gouvernement qui est un gouvernement de mission, ils vont tout faire pour régler définitivement le problème de l'éducation, pour que l'école sénégalaise puisse évidemment redorer son blason, pour qu'on puisse former des ressources humaines de qualité. Parce qu'il faut toujours le dire, l'éducation dans un pays est extrêmement importante. Parce que c'est à travers le système éducatif qu'on forme les jeunes qui représentent l'espoir de demain. Il y a Amadou Hampâté-Bâ qui disait que la jeunesse est l'espoir d'un peuple. Mais pour qu'on puisse dire d'une jeunesse quel est l'espoir d'un peuple, il faut qu'elle fasse preuve de qualité intellectuelle, morale et civique. Et c'est à travers le système éducatif qu'on peut réussir cette ambition, préparer cette jeunesse, préparer ces jeunes citoyens à ce qu'ils puissent demain assurer la relève et faire évidemment du Sénégal un pays émergent, un pays développé, un pays où il fait bon vivre. Et je pense que ce n'est pas une utopie, c'est une possibilité qui est là. Nous allons ensemble, parce que nous sommes un même peuple aussi, nous allons ensemble, à partir du génie qui caractérise l'homo sénégalensis, réaliser évidemment cette grande ambition pour le Sénégal. Je le crois sincèrement. People TV, c'est une nouvelle chaîne qui passe sur le net et qui est totalement dédiée aux jeunes. Que pensez-vous de cette initiative? Mais c'est extraordinaire. Je pense que la jeunesse a besoin d'espace d'expression. Parce que, vous savez, aujourd'hui, c'est un autre peuple sénégalais qui est là. Pour la première fois dans notre histoire politique, nous avons une jeunesse non pas simplement consciente, mais bien plus que consciente, sentinelle de la démocratie et de la bonne gouvernance. Vous voyez, je fais un clin d'œil au mouvement Y en a marre, le M23, les forces vives de la nation. Jamais dans l'histoire du Sénégal, on a eu une société civile aussi vivante, aussi efficace. Donc ce qui veut dire que nécessairement, le Sénégal ne peut plus être géré comme avant. Et la jeunesse est l'épine dorsale de ce peuple-là. C'est sur cette jeunesse-là qu'on va s'appuyer pour réaliser les grandes ambitions que nous avons pour ce pays-là. Et moi, j'ai espoir que cette jeunesse-là va opérer les ruptures radicales qu'on attend d'elle pour que, évidemment, cette jeunesse constitue le lieu où va se fertiliser le développement du Sénégal. Je pense que ça ira. Quel conseil donnez-vous aux jeunes qui vous regardent à travers People TV? Je leur donne comme conseil de respecter les études, de respecter leur formation intellectuelle, morale et civique. Mes amis de Y en a marre parlent du nouveau type de Sénégalais. Moi, je suis à l'Alliance pour la République, pour vous dire là où je suis en politique. Donc, je dis que nous parlons d'un nouveau type de citoyen. C'est presque la même chose, mais nous voudrions y ajouter surtout la dimension civique, qui est fondamentale. C'est un peuple qui veut aller de l'avant. C'est d'abord dans une révolution des mentalités. Il faut qu'on ait une mentalité progressiste. Et j'invite la jeunesse à développer cette mentalité progressiste pour qu'on puisse aller de l'avant. Et j'ai espoir que ça ira. Dernier mot pour People TV, vous répétez People TV. People TV, je vous encourage et vous avez une excellente initiative là. Vous êtes au service de l'éducation, vous êtes au service du peuple. La communication est fondamentale et vous êtes au service de cette communication-là. Je vous encourage et je vous invite à ne ménager aucun effort pour travailler dans le sens du progrès, dans le sens du développement. Donner aux jeunes la parole, que ces jeunes-là s'expriment, ça permet de mieux les comprendre, de mieux les connaître et de mieux les aider. Chef People TV vous remercie. C'est moi qui vous remercie.
People TV, première chaîne d'infos et de divertissement people sur le net.